Dans la loi qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, il est dit qu'il y aura désormais une obligation de vérifier l'âge des utilisateurs sur les sites pornographiques. Et puis il y a l'Arcom, le régulateur des télécoms, qui a produit son référentiel technique pour justement savoir quel type d'utilisation, quel type de technologie on devra utiliser pour contrôler l'âge sur les services en ligne. Enfin bref, tout semble être là. Pourtant, il reste des points de blocage. Et quelles sont ces technologies qui seront utilisées pour le contrôle de l'âge en ligne? Ce sont ces questions auxquelles nous allons répondre dans Smart Tech aujourd'hui. On va aussi regarder ce qui se passe du côté du numérique responsable avec un essai qui vient de paraître. Et puis, je voudrais qu'on s'intéresse au patrimoine humain qu'on a décidé d'envoyer sur la Lune. C'est tout de suite 3 questions dans Smart Tech. Allez, on part quelques minutes sur la Lune grâce à mon premier invité, Benoît Fevlet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du projet Sanctuary on the Moon. C'est une mission qui vise à transporter notre patrimoine humain sur la surface de la Lune. Tout ça dans une capsule. Cette capsule, elle va être envoyée dans le cadre de la mission Artemis de la NASA. D'abord, pourquoi ce projet, puisque vous en êtes à l'initiative, Benoît? Eh bien parce que l'espace m'a toujours fait rêver, et puis qu'ancien ingénieur et journaliste, j'ai conjugué mes deux passions, à savoir la passion pour l'exploration spatiale et puis le fait de raconter des histoires. Mais à qui vous allez raconter des histoires sur la Lune, Benoît? Alors justement, je pense qu'en sanctuarisant des connaissances, de l'art, mais aussi des génomes pour toujours sur la Lune, on s'adresse non seulement à nos descendants dans un très 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 lointain futur, mais aussi à nous aujourd'hui, à nous autres humains aujourd'hui. Et on pense que le spatial est un vecteur génial pour pouvoir communiquer ce genre de thématique. Mais qu'est-ce qu'on va embarquer comme information? Alors, je vous l'ai dit, Sanctuary en fait, va s'articuler autour d'un triptyque, ce que l'on est avec des génomes, ce que l'on sait avec de la science et ce que l'on fait avec de l'art. Donc, on va y inclure notamment le patrimoine mondial de l'humanité. Mais aussi... Et notre patrimoine génétique aussi. Exactement. Donc, sur la première partie du triptyque, vous avez 2 génomes qui ont été tirés en double aveugle, donc tirés au hasard parmi la population canadienne, et donc qui ont été intégrés in extenso sur 4 disques. D'accord, patrimoine, donc vous l'avez dit, scientifique, et puis culturel. Il y a des artistes qui sont impliqués dans le projet également. Et puis oui, alors aujourd'hui, je peux encore trop rien dire parce qu'il y a encore des choses qui sont confidentielles, mais voilà, donc l'UNESCO, qui est quand même la maison de tous les artistes, des créateurs, qui s'est joint au projet. Donc c'est la première fois en 46 ans que et l'UNESCO et la NASA participent à un tel type de projet dans l'espace. La dernière fois, c'était le disque qui avait été envoyé sur les sondes Voyager en 77. Et donc oui, c'est une première, et cocorico, le projet est français. Bravo. Alors, parlez-nous un peu de cette capsule. Elle va être fabriquée en quoi? Comment? Par qui? Alors, on a des disques de saphir. C'est une technologie qui était au départ militaire et qui était disponible au commissariat à l'énergie atomique à Grenoble, et puis qui a été rendue à la vie civile, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, c'est des disques de saphir sur lesquels on peut encoder, on peut graver entre 3,4 et 7 milliards de pixels par disque. Des disques, on aura 24. Alors là, montrez-le, vous en avez apporté un exemplaire. Exactement. Donc ça, c'est un disque science dont la thématique est l'espace. Donc on y a assemblé... Donc c'est un mini CD. Ben oui et non, ça fait à peu près la taille d'un CD, mais les informations qu'on trouve dessus peuvent être lues à l'œil nu, ou avec une loupe. D'accord. Donc, ce qui prémunit le découvreur de l'objet la nécessité d'avoir un support physique. Oui, exactement. Ça, c'est la complexité. Exactement. Ok. Alors, cette capsule, elle pèsera 1,4 kg quand même. Oui, ce qui en fait une masse assez conséquente posée sur la surface de la Lune, et donc choisie par la NASA. Donc, et on est très heureux qu'elle nous ait alloué cette masse, cette quantité de masse qui sera. Et puis, ça sera 2 fois 1,4 kg parce qu'il y a toujours on aura un autre lancement en backup, donc en secours, si jamais le premier lancement venait à échouer. D'accord. Vous avez cité des partenaires prestigieux autour de ce projet. On peut peut-être les relister ensemble. Donc l'UNESCO, le CNES, le CEA, l'INRIA, le Centre des sciences du génome de la Colombie-Britannique au Canada. Tout ça sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Pourtant, vous m'avez dit en préparant cette émission qu'il manquait encore des fonds. Eh ben oui, on aimerait faire en sorte d'avoir là, pour le moment, on a un projet qui est
qui est exceptionnel, mais on aimerait en faire un projet historique. Et comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir réaliser une œuvre qui puisse être déposée sur le sol de la Lune pour nos descendants dans un très lointain futur, mais aussi pouvoir en exploiter les contenus sur Terre. Donc à travers une sorte d'écosystème d'événements qu'on pourrait recréer avec des expositions qui pourraient être créées en France, à l'étranger, des concerts diffusés en live stream sur les réseaux sociaux, parce on va mettre entre 6 et 8 heures d'audio sur un disque. Et puis des conférences. C'est une sorte d'exposition universelle à l'ère du numérique. Exactement. Et puis on pense aussi qu'il y a un côté incroyablement fédérateur, parce que sur les disques Génome, par exemple, la différence de génome entre le vôtre et celui, par exemple, d'une péruvienne ou d'une éthiopienne est de l'ordre de 0,1%. Donc, ce qui fait que visuellement, vous ne voyez rien. Il n'y a aucune différence. Donc, il y a ce côté, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Super. Donc, vous cherchez des fonds publics, privés également, j'imagine. Pourquoi pas les particuliers qui peuvent... Un peu les deux, oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, donc on a assis la légitimité du projet avec des partenariats avec des institutions et des organisations que vous avez citées. Mais aussi, donc on va chercher aussi des fonds auprès de France 2030, par exemple, auprès des régions, mais aussi avec certaines sociétés privées avec lesquelles on aimerait pouvoir développer des partenariats autour de la musique, autour de l'art, par exemple. On voudrait faire aussi une curation d'art qui s'étale du paléolithique jusqu'à l'art contemporain, sur tous les continents, et qui emmènerait une espèce de best-of sur la Lune, mais qu'on pourrait aussi exploiter sur Terre. Merci beaucoup, Benoît Févelet. Donc, je rappelle le nom de la mission, Sanctuary on the Moon. Merci beaucoup. Contrôle de l'âge en ligne, quelles sont les solutions, les technologies qui sont envisagées? On en parle aujourd'hui avec mes deux invités. Camille Issenman, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Opal, qui est une start-up qui a développé une technologie en double anonymat. On expliquera bien évidemment de quoi il s'agit. En tout cas, ça permet de faire un contrôle, vous nous dites simple, fluide et sécurisé de l'âge. Opal a été sélectionné pour intégrer la promotion 2024 de l'incubateur Sista et a rejoint le programme Women in FinTech de Villa. Félicitations pour ça déjà. Avec vous en plateau, Stéphane Mavel, vous êtes une experte des sujets d'identification et d'authentification. Vous êtes passé par des grandes banques, mais également des organismes publics, le secteur public, et vous êtes aujourd'hui la responsable marché et stratégie identité numérique de Idina. Idina qui est aujourd'hui une plateforme qui propose plusieurs solutions en fait autour de l'identité. Tout à fait. Ouais. Et qui est l'un des principaux fournisseurs de vérification d'identité et d'identité numérique actuellement. Alors ma première question, c'est cette question de la vérification de l'âge sur les services en ligne. Elle est ancienne. On a parlé de multiples solutions technologiques. On a l'impression que on a à peu près fait le tour de tous les problèmes qui se posaient. On a cette loi pour réguler, sécuriser Internet qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui nous dit que ça y est, il va falloir vraiment appliquer la vérification de l'âge sur les sites pornographiques. On a l'Arcom, le régulateur des télécoms et du numérique, des télécoms, non d'ailleurs, du numérique, pardon, qui nous dit, nous on a un référentiel aujourd'hui qu'on vous soumet à consultation qui décrit très précisément les critères de ce que doit être une vérification de l'âge en ligne. On a l'impression que voilà, tout est prêt. Est-ce qu'il y a encore des choses qui coincent, mesdames? Alors Camille. Alors, la loi doit encore être promulguée. Donc, c'est la prochaine étape. On attend la promulgation, mais c'est une question de jours, semaines, pour qu'elle soit promulguée. Donc, nous attendons avec fébrilité. D'accord. Et puis, on attend aussi la fin de la consultation lancée par l'Arcom. Oui, le 12 mai. On a jusqu'au 12 mai pour effectivement faire nos remarques sur le référentiel. Et je crois de mémoire qu'il disait qu'il fallait qu'il soit publié 2 mois après le vote de la loi. Donc, on est sur un peu avant l'été pour avoir un référentiel finalisé et savoir précisément quelles sont les exigences à respecter. Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps? Ah là là, c'est... Alors, du coup, il y a des questions. Vous êtes sur ces sujets aussi, pas depuis hier, sur l'identité numérique depuis de nombreuses années. Oui. Pourquoi c'est si long? Alors, il y a 2 sujets. Je te laisserai, Camille, sur la vérification d'âge, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas un spécialiste de la vérification d'âge, on est un spécialiste de la vérification d'identité à distance. L'âge fait partie des données d'identité. Absolument. Mais je pense vraiment qu'il faut dissocier les sujets d'identité numérique, qui sont effectivement aussi longs en France, mais pour d'autres questions,
du sujet, du contrôle d'âge et d'accès aux sites à contenu pour adultes en particulier, qui est un sujet encore plus sensible, on va dire, que les sujets d'identité numérique dits plus classiques de notre quotidien. Donc c'est plus un blocage du côté, je dirais, des questions de société, des questions éthiques, de protection de nos libertés sur Internet. C'est exactement ça. Donc il y a un double sujet, il y a des questions effectivement d'éthique et de société. Est-ce qu'on veut être une société qui suivons les usages des gens sur Internet à la trace ? Et il y a plusieurs façons de faire de façon à ce que ce ne soit pas problématique. Et donc, typiquement, nous, on a choisi de le faire en double anonymat. Donc, il n'y a pas on ne peut pas tracer ce qu'on appelle votre historique de navigation. Voilà. Mais il y a aussi également des questions économiques, parce que la question de la vérification qui s'impose à ces sites leur rajoute une pression économique supplémentaire, ce qui fait que ça rend difficile l'adoption. Et peut-être que ça peut freiner aussi les usages, les utilisateurs, faire baisser les fréquentations. J'imagine qu'il y a il y a ces questions-là qui se posent. C'est pour ça, effectivement. Pardon, non, excuse-moi, pardon. Effectivement, il y a cette question qui se pose, et c'est pour ça que c'est important que, pour pouvoir massifier cet usage, parce que, de la vérification, de la vérification. Hein, vous savez, moi, je suis une maman de 4 enfants, ce que je disais tout à l'heure, dont un adolescent. Donc, la conversation où vous vous rendez compte, en fait, que votre enfant a eu a pu consulter du contenu qui n'est pas destiné pour lui dans la cour de récré sur des téléphones mobiles, vous vous rendez compte que c'est assez rapidement un sujet qui est vraiment beaucoup trop diffus pour qu'il puisse être traité aussi rapidement. Donc voilà comment est-ce que on se pose un peu on se pose sur le sujet, et voilà pourquoi on a décidé, nous, en tout cas, de l'attaquer sous cet angle. Alors, oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, non, je voulais juste ajouter que vous avez raison. Quand vous disiez qu'est-ce qu'il y a encore comme frein, le frein, c'est l'adoption. C'est ce qu'on ne sait pas, ce que personne ne sait finalement, c'est comment est-ce que les utilisateurs, près de 20 millions de personnes chaque mois qui vont sur les sites à contenu pornographique, comment ces utilisateurs vont se comporter face aux solutions qu'on va leur mettre entre les mains. Ouais. Et c'est là le véritable enjeu. Et nous, on a un positionnement un peu différent. Hein. Nous, moi, ce que je défends depuis des années, maman aussi, et je pense que la protection de nos enfants, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à tous, adultes, je pense. Nous, ce qu'on pousse, c'est on va tous être dotés d'une identité numérique à un horizon, même dans la nouvelle loi, c'est dit à horizon 2027, tous les Français pourront avoir accès à une identité numérique. C'est de dire, il faut que cette identité numérique, elle permette aussi l'accès à ces usages-là, qui ne sont pas des usages non autorisés quand on est majeur. Bien sûr. Donc nous, on dit, il ne faut pas qu'on développe des solutions spécifiques au contrôle d'âge, parce que sur un téléphone mobile, ça va se voir, quelqu'un qui a une application, je prouve que j'ai 18 ans, et ça va, à mon avis, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais moi, je pense que ça risque de créer un frein. Nous, on dit, avec mon identité numérique, je peux aussi dire oui, je suis majeur, ou non, je ne le suis pas. Alors oui, donc il faut voir comment on partage cette information. Alors justement, je voulais qu'on explique, qu'est-ce que le double anonymat ? Alors le double anonymat, c'est le principe technologique qui permet de faire en sorte que les sociétés ou les solutions qui effectuent la vérification de l'âge, comme Aidina ou d'autres, puissent effectuer cette vérification sans être au courant de l'historique de navigation de l'utilisateur, et également permettre aux sites qui a besoin de faire vérifier, donc les sites pornographiques, les sites de jeux en ligne, il n'y a pas que la pornographie, hein, on a un usage étendu de la vérification de l'âge, ne soit pas au courant de votre identité. Alors, comment c'est possible, ça ? Parce qu'à partir du moment où je vais demander à faire valider mon identité, il y a bien un premier prestataire qui va savoir qui je suis. C'est ça. D'accord. Donc là, je ne suis pas anonyme. Non, vous n'êtes pas anonyme, mais en fait, c'est le prestataire du milieu, c'est le tiers de confiance, et c'est le positionnement que nous, on a pris. Oui. Donc, en fait, vous vous retrouvez au milieu. Donc, il y a un individu qui va dire « j'ai besoin de prouver que j'ai plus de 18 ans, plus de 15 ans ou plus de 12 ans, en fonction de l'usage. Et donc, il va nous demander de l'aider à prouver, à faire cette preuve. Nous, on va aller appeler une société de vérification, une plateforme de vérification. On travaille avec plusieurs plateformes qui existent et qui font de la vérification d'identité. On va appeler une de ces plateformes. En appelant une de ces plateformes, on va avoir l'information. Et sauf que à partir de quelles données ? Qu'est-ce que vous collectez comme... Alors nous, on collecte un identifiant de session. C'est-à-dire que quand je clique sur « Est-ce que j'ai plus de 18 ans ?», on a votre identification de session, mais je ne sais pas que vous appelez Jean-Michel ou Anne-Marie. Et ces plateformes qui vont vérifier derrière si cette personne a plus de 18 ans ou pas, elles partent de quelles données ? Elles peuvent partir de plusieurs types
de modalités de vérification possibles, soit par l'analyse des traits de votre visage. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un selfie. Et donc, avec ce selfie, en analysant les traits de votre visage, je peux dire si vous avez plutôt 15, 18 ou 50. Okay. Et donc, ça nous permet de renvoyer le go et de dire à Opal, elle a bien plus de 50. Et moi, je dis au site, c'est bon, vous pouvez le laisser entrer. D'accord. Mais donc, vous savez pour quel site je demande cette vérification ? Oui, sauf que moi, je ne connais pas votre identité. Moi, je sais juste que vous avez cliqué et que vous êtes l'identifiant de session XXXX. D'accord. Voilà. OK. Identifiant de session qui n'est jamais le même. Qui n'est jamais pour la même personne. Absolument. Parce que c'est bien dans le référentiel de l'ARCOM, il est bien dit qui n'est jamais le même. Il faut vraiment que cet identifiant soit... Parce que l'enjeu, c'est quand même de dissocier la demande de vérification de l'âge et la validation sur un site spécifique. Exactement. Il ne faut pas qu'on puisse faire le rapprochement entre l'identité de la personne et le site qu'elle souhaite consulter. C'est véritablement... Donc, il y a aujourd'hui, je parlais de la consultation de l'ARCOM avec la liste des critères qui doivent être respectés par les technologies. Je ne sais pas si vous entrez dans ces 12 ou 14 critères. Je crois que pour le double anonymat, c'est 14. Oui, c'est ça. 16 même, je ne sais plus. Je l'ai noté quelque part. C'est 16. C'est 12 plus 4 pour le double anonymat. Est-ce qu'avec l'ensemble de ces critères, ça semble déjà beaucoup, est-ce qu'on atteint vraiment l'optimum pour garantir qu'on est dans un cadre qui va protéger absolument l'utilisateur, son anonymat et l'anonymat de ce qu'il fait sur Internet? Oui. Non, je pense qu'on est très bien. Pour l'avoir lu, on a quelques remarques à faire. Mais oui, lesquelles? Si c'est respecté. Alors nous, moi, à la lecture du référentiel, j'ai une remarque sur justement le double anonymat parce que c'est pas très clair dans ce qui est dit. Moi, dans ce que je lis qu'il faudra que les sites implémentent au moins une solution qui respecte le double anonymat, mais il semblerait qu'ils puissent aussi avoir d'autres solutions qui respectent pas le double anonymat. Donc il y a encore des zones en fait dans le référentiel, mais bon, on est un certain nombre de spécialistes à avoir un petit peu encore 3 semaines pour répondre. Donc voilà, il va falloir que ça soit des choses qui vous semblent floues, c'est ça ? Il y a des zones qui me semblent encore pas forcément si précises que ça. En revanche, les 16 critères, s'ils sont respectés, on est dans ce qu'il y a de plus sécurisé possible. Oui, bien sûr. Et tout l'enjeu, c'est de le rendre le plus fluide possible et de faire en sorte que ce soit invisible pour l'utilisateur. Chez nous, le parcours d'onboarding est de moins de 30 secondes et la réutilisation après est de... Alors justement, Opal a réalisé un test avec le groupe Dorsel. Oui. Bon, pas un des moindres dans les acteurs des sites pornographiques. Et vous nous dites que vous avez réussi à un taux de conversion 3 fois supérieur aux autres solutions en double anonymat. Qu'est-ce qui fait la différence justement ? Qu'est-ce qui fait que c'est plus ou moins adopté ? La différence, c'est l'optionnalité. C'est-à-dire qu'on laisse beaucoup de choix à l'utilisateur. Donc quand vous arrivez, en fait, vous avez plusieurs options. Si vous n'aimez pas le selfie, du coup, vous pouvez choisir de le faire par carte bancaire, avec un paiement à 0. Vous pouvez aussi décider de le faire par votre identité digitale. Donc, on est en train de discuter avec les fournisseurs d'identité digitale pour en rajouter plusieurs à notre portail. Vous pouvez également décider, si vous le souhaitez, de mettre votre carte d'identité pour que nous, on puisse faire la vérification. Et du coup, je rebondis un peu sur ce que disait Stéphane tout à l'heure. Et quels sont les choix qui ont été privilégiés ? Les choix qui ont été privilégiés, c'est le selfie. À 50% instantanément le selfie, et c'est la solution qui marche le mieux puisque du coup c'est vraiment en quelques secondes quand vous avez l'âge. Par contre, quand vous êtes un peu borderline, c'est-à-dire que vous avez 18 ans et 3 jours, là effectivement on va être sur des... Qu'on fait un peu jeune et que l'IA se trompe dans son fait un peu jeune, voilà. Et si on a un copain, si on a un grand frère, si on a un copain à côté de nous aussi... De toute façon, si on a un complice, malheureusement... mais dans le référentiel de l'ARCOM, attention, le selfie, l'ARCOM dit bien, il ne faut pas que ce soit des méthodes qui permettent de laisser passer des faux positifs. Alors qu'aujourd'hui, les selfies, il y a une marge d'erreur. La carte bancaire en France, un jeune de 12 ans peut avoir une carte bancaire. On est à 99,5% sur le selfie. En tous les cas, c'est clairement dit dans le référentiel que toute solution qui laisserait passer des faux positifs, ce qui est le cas des solutions, ne serait pas autorisée. Alors, ils acceptent pour l'instant justement l'identification par carte bancaire et ça pourrait même être pérennisé. On pourrait rester sur ce modèle. Je ne crois pas. Alors, en tout cas, c'est bien. En tout cas, il y a une porte ouverte. D'accord. Effectivement, la solution par carte bancaire, c'est un moindre mal. L'idée, c'est
en attendant, parce que c'est quand même compliqué d'intégrer une solution, il faut se poser des questions, qu'est-ce que je fais de mon parcours utilisateur? Donc, avant que... après, ces grandes plateformes X, elles ont, à mon avis, les moyens de disposer de mais il y a aussi des bonnes plus solutions technologiques. Mais il y a aussi de plus petites plateformes. Et c'est surtout que si on leur laisse le temps, là pour le moment c'est 6 mois à utiliser la carte bancaire, elles vont de toute façon sauter sur l'occasion et dire, parce que la carte bancaire, elles l'ont déjà implémentée. Mais ça permet déjà de filtrer quand même une bonne partie, donc des utilisateurs. Une bonne partie. Tous les ados n'ont pas de carte. Effectivement, il y a des ados qui ont des cartes, y compris le mien, donc bien sûr. Moi aussi. Mais effectivement, tous n'en ont pas. Donc ça enlève. Et puis surtout, les 6-8 ans qui tombent sur du contenu, ceux-là, ça les filtre directement. Donc on a quand même une solution à peu près acceptable. Alors, je voulais, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais qu'on voit ensemble justement, si on part de la solution identité numérique, donc puisque tous les Français vont avoir accès à une identité numérique, on va dire régalienne, comme ma carte nationale d'identité en version numérique d'ici à 2027, si on part de cet identifiant, pour vérifier l'âge ou la majorité, parce que c'est aussi un sujet ça, est-ce qu'on vérifie l'âge ou est-ce qu'on vérifie la majorité ? Comment est-ce que ça fonctionnera? Comment est-ce qu'on pourra filtrer le type d'infos qu'on fournit ou non à un site? Alors aujourd'hui déjà, il y a un filtrage, contrairement à justement quand on présente notre pièce d'identité dans le monde physique, où là toutes les données sont sur la pièce. L'avantage déjà de l'identité numérique, c'est qu'on peut fournir là où les données qui sont nécessaires au service. Aujourd'hui, on peut fournir j'ai plus de 12 ans, j'ai plus de 15 ans, j'ai plus de 18 ans. En revanche, tel que ça fonctionne aujourd'hui pour nous, par exemple Iris ou pour France Identité, on n'a pas cette barrière que propose Opal qui permet de garantir le double anonymat. Nous, on a fait un développement supplémentaire où on peut stocker dans le mobile de l'utilisateur sa date de naissance et du coup être capable de lui permettre à lui d'être complètement autonome s'il veut accéder à un site à contenu pour adultes. Mais concrètement, elle est où sa date de naissance? Elle est dans son Elle est dans un élément... Alors, à terme, ça sera le portefeuille, le fameux portefeuille d'identité. Pour le moment, on est effectivement dans les prémices du portefeuille, mais on est déjà complètement conforme, effectivement, au protocole du futur portefeuille d'identité. Et là, dans ce cas-là, l'utilisateur, il veut accéder à un site, il va scanner avec son mobile le code barre qui est sur le site à contenu pour adultes. Et en fait, le dialogue va être entre le téléphone de l'utilisateur et le site, ce qui fait que nous, ID Now, on est complètement hors du sujet, donc double anonymat, évidemment, plus que garanti. Bon, on voit que tout ça va bouger, il va falloir qu'on s'habitue à ces nouveaux usages, visiblement. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos éclairages. Camille Issenman, cofondatrice d'Opal, et Stéphane Mavel de ID Now, donc responsable marché et stratégie identité numérique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'est l'heure de notre rendez-vous avec Mathieu Bourgeois, avocat. Bonjour Mathieu, vice-président du Cercle de la Donnée. Alors cette semaine sort officiellement, ça y est, cette étude consacrée à l'empreinte des données sur le vivant, essai pour un numérique responsable, à laquelle vous avez évidemment participé. Mais je voulais qu'on revienne justement sur qui sont les contributeurs de cette étude et puis dans quel cadre se sont déroulés les travaux, Mathieu. Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, il s'agit d'une initiative conjointe du Cercle de la Donnée et de l'Agora 41, qui sont deux think tanks indépendants et interdisciplinaires, fondés en 2018 et auxquels j'appartiens. Le second think tank a été lancé à l'initiative de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Cette collaboration fait suite à une première étude qui a été publiée en 2022, qui s'appelait Souveraineté numérique. Alors cette fois-ci, le groupe de travail s'est formé en 2021, juste avant en fait la sortie de cette étude sur la souveraineté. 11 auteurs et contributeurs y ont participé, des ingénieurs, médecins psychologues, cliniciens, juristes. Un grand merci à eux d'ailleurs et à Jean Martineau qui a présidé ce groupe de travail. Cette étude est préfacée par Philippe Biwix, dont je profite de l'occasion pour le remercier, qui est ingénieur et essayiste, très connu pour avoir notamment publié L'âge d'or des low-tech ou vers une civilisation technique soutenable. La parution a lieu ce matin sur le site internet du Cercle et cette étude sera prochainement présentée auprès d'instances publiques et privées. Alors, en attendant, pouvez-vous nous donner davantage de détails sur l'étude ? Alors, pour être bref, c'est une étude de 117 pages. Cette étude se décompose en 3 morceaux. Le premier morceau, c'est une prise de conscience. Le deuxième morceau, c'est une réflexion. Et le troisième morceau, c'est un réveil auquel on appelle. Alors, la prise de conscience, dans la première partie de l'étude, il y a une prise de conscience qui se fait sur la matérialité de la donnée. Oui. Puisque, comme on a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, donc je ne m'épancherai pas trop longtemps, la donnée numérique n'est pas immatérielle, elle n'est pas virtuelle.
elle est tout à fait matérielle. Alors, elle existe depuis la nuit des temps. On revient d'ailleurs sur cette histoire. Depuis la nuit des temps, puisque tous les organismes vivants produisent de la donnée. Simplement, la donnée artificielle, et en particulier la donnée numérique produite par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale, à la différence de la donnée naturelle qui est régulée par des mécanismes de fatigue, d'oubli et de mort, eh bien, la donnée numérique est produite par des machines qui ne se fatiguent pas, qui n'oublient pas et qui potentiellement vivent très longtemps, beaucoup plus longtemps en tout cas que la vie humaine. Donc, c'est évidemment un facteur d'empreinte. À ajouter à cela que la donnée numérique, elle présente 3 singularités. La non-rivalité, elle ne s'échange pas, elle se duplique. C'est le fameux succès interplanétaire du copier-coller. Elle s'accumule puisqu'elle persiste. Ça, on l'explique dans l'étude. C'est un choix technologique d'ailleurs des pères de l'Internet. Et puis, la gratuité des années 90-2000 du modèle Internet qui a prévalu fait qu'elle explose en quantité, et notamment du fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui se nourrit de ces données. Donc, évidemment, les promoteurs de l'intelligence artificielle ont tout intérêt à promouvoir des mécanismes de collecte des données. Ce qui fait d'ailleurs une partie du problème sanitaire, c'est qu'une partie du net est fondée sur des mécanismes d'addiction à la consommation de contenu numérique, puisque ces contenus génèrent des données. Donc, pour ces raisons-là, et c'est là la prise de conscience, l'empreinte de la donnée sur le vivant est tout à fait significative. Et la deuxième partie de l'étude, c'est là où on explore un peu cette empreinte, en amenant à une réflexion. Elle est préoccupante sur le terrain écologique, puisqu'elle ponctionne des ressources électriques importantes. La donnée numérique mobilise de l'électricité en permanence. Elle ponctionne des ressources naturelles, puisqu'en étant stockée, elle mobilise des espaces fonciers avec les data centers, et de l'eau aussi. Et puis, et ça c'est peut-être un peu moins attendu, à mon avis c'est un petit peu plus inattendu, elle fatigue énormément l'être humain. Elle le fatigue psychiquement et physiquement. Voilà. Et donc, j'en dirai pas plus, mais dans l'étude, on explore un petit peu ces mécanismes de fatigue cognitive avec des dysrégulations émotionnelles, relationnelles, parfois même des maladies professionnelles, des épuisements, etc. Donc, et c'est la dernière partie de l'étude, cette étude propose 3 séries de mesures. Une mesure, un volet économique avec une proposition visant à soumettre à autorisation de mise sur le marché les services numériques les plus addictifs, en fait. Un deuxième pilier éducatif qui vise à faire prendre conscience aux citoyens et notamment aux plus jeunes de l'empreinte du numérique sur le vivant et sur leur santé. Parce qu'on a constaté en échangeant sur cette étude que c'est la santé qui marque les esprits, et c'est probablement par là qu'il faut prendre le sujet. Adjoint à ça une proposition visant à soumettre à analyse d'impact le déploiement de certains outils numériques qui ont une forte empreinte. Et enfin, un troisième volet, le volet service public, visant à mobiliser l'État pour améliorer le service public de la donnée et pour faire appel à des opérateurs numériques à faible empreinte. Très bien. Et donc, vous mobilisez le pouvoir public aussi à travers cette étude, j'imagine, c'est l'objectif. Absolument. L'idée, et d'ailleurs, vous voyez, hier, il y avait un dîner de présentation en avant-première de l'étude avec un certain nombre de personnes qui ont collaboré. Il y avait un élu, un sénateur qui était présent, qui a d'ailleurs pris pas mal d'exemplaires de l'étude. On espère et on devrait réussir à faire une présentation auprès de la représentation nationale, donc Sénat ou Assemblée nationale. Et on espère évidemment que cette étude sera largement relayée. Encore une fois, et j'insiste, les membres du Cercle et de l'Agora... De prouver finalement qu'on a une autre voie possible, un numérique responsable. Ah, mais c'est clairement le cas, puisque la bonne nouvelle, c'est que le numérique, on l'a complètement construit, donc on peut complètement le reconstruire autrement. Enfin, on peut changer la trajectoire. C'est nous les maîtres du jeu. C'est pas le numérique qui est maître du jeu. C'est vrai que j'entends souvent dire on n'a pas le choix, c'est pas vrai. Oui. Voilà. On se dit c'est peut-être un petit peu tard. Mais en fait, jamais. Bon, tant mieux. Merci beaucoup, Maître Bourgeois, donc vice-président du Cercle de la Donnée. On lira avec grande attention cette étude dans son détail. Et puis, merci à vous de nous suivre très régulièrement dans Smart Tech, sur Bismart, également en podcast et puis sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur la tech.